Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page consacrée à la science et à la santé. Alors aujourd'hui nous allons parler spécifiquement des antibiotiques. De quoi s'agit-il? Alors si vous tapez dans Google ou bien si vous consultez le dictionnaire Robert, on va vous définir les antibiotiques comme étant des médicaments qui luttent contre des infections microbiennes. Le problème que pose cette définition est celui de l'efficacité des antibiotiques. La problématique est claire. Les antibiotiques permettent-ils toujours de lutter contre les infections microbiennes? Le préalable à savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre médicaments et remèdes. On dit bien que les antibiotiques sont des médicaments. Tous les médicaments sont des remèdes, mais tous les remèdes ne sont pas des médicaments. La prothèse dentaire, par exemple, est un remède, car il s'agit d'une solution à un problème dentaire, mais ce n'est pas encore un médicament. Donc les médicaments sont des catégories spécifiques de remèdes, contenant un principe actif et touchant une infection particulière, ce qui permet déjà d'entrer dans les rouages de la langue française en décomposant le concept d'antibiotique. Alors, il y aurait un préfixe anti qui veut dire contre et biotique qui viendrait plutôt de bactéries. Cela veut dire que la définition de Google ou dictionnaire Robert n'est pas juste. La réponse à la problématique, c'est non. Les antibiotiques ne sont pas les solutions à toutes les infections. Donc, nous qui avons le réflexe, à chaque fois que nous sommes victimes d'infections, de courir à la pharmacie, bien d'appeler un médecin ou de faire recours à un médecin pour un antibiotique, nous sommes parfois dans l'erreur. Je vous laisse donc suivre, dans le cadre de la digitalisation des enseignements, une vidéo d'un expert français en la matière qui nous éclaircit assez sur l'efficacité des antibiotiques face aux infections diverses. Écoutez et regardez. Antibiotiques. Dans la tête de la plupart d'entre vous, c'est le remède miracle pour toutes les maladies. Les grippes, les angines, les gastro. Sauf que ce n'est pas vrai. Face à certaines pathologies, les antibiotiques sont totalement inefficaces. Tenez, au risque de vous surprendre, ils n'ont aucun effet sur la grippe par exemple, ou encore sur la plupart des angines. En fait, un antibiotique permet de lutter contre une infection provoquée par une bactérie pathogène, c'est-à-dire une bactérie qui nous rend malade. Attention, j'ai bien dit une bactérie. Les antibiotiques sont totalement inefficaces sur les virus. Or, virus et bactéries, c'est pas du tout la même chose. Ces organismes sont même très différents. Une bactérie se présente sous la forme d'une cellule unique. Celle-ci peut parfois être entourée d'une paroi protectrice. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite. Comme les cellules de notre organisme, les bactéries abritent leur ADN, leur patrimoine génétique. Mais il n'est pas protégé dans un noyau, contrairement à l'ADN qui se trouve dans le noyau des cellules de notre organisme. Chez la bactérie, l'ADN est libre dans la cellule. La bactérie possède également une machinerie cellulaire qui lui permet de se multiplier toute seule, sans aide extérieure. Ce qui n'est pas le cas du virus qui, lui, est dépourvu de toute machinerie cellulaire. Il est donc dépendant de la machinerie d'une cellule étrangère qu'il parasite pour pouvoir se multiplier. Les virus parasitent par exemple les cellules de notre organisme pour se multiplier. Mais pourquoi les antibiotiques ça marche sur les bactéries et pas sur les virus? Tout simplement parce que les antibiotiques interagissent avec des structures qui sont propres aux bactéries. La fameuse paroi, par exemple, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Le plus célèbre des antibiotiques, la pénicilline, empêche la formation de cette paroi lorsque les bactéries se multiplient. Dépourvues de cette protection, elles finissent par mourir. Les virus, eux, ne possèdent pas de paroi. La pénicilline n'a donc aucun effet sur eux. L'enjeu pour le médecin, c'est donc de déterminer chez un malade s'il est victime d'une bactérie ou d'un virus. Mais ça, ce n'est pas si simple, car une même maladie peut être provoquée aussi bien par l'un
que par l'autre. Les angines, par exemple, qui se manifestent notamment par l'inflammation des tissus de la gorge. Dans plus de 80% des cas, elles sont virales, autrement dit provoquées par un virus et généralement bénignes. Les autres sont bactériennes et potentiellement plus graves. Après un examen clinique et parfois un test de dépistage rapide, le médecin jugera de l'utilité ou non de prescrire un antibiotique. Et surtout, il prescrira le plus adapté, car les bactéries, il en existe différentes formes. Les coques, les bacilles, certains antibiotiques permettent de lutter spécifiquement contre une bactérie. On dit qu'ils ont un spectre étroit. Ils peuvent cibler et tuer les bactéries à l'origine de la maladie, tout en laissant la vie sauve à celles qui nous sont utiles. Ces antibiotiques à spectre étroit sont prescrits lorsque le médecin sait précisément quelle bactérie est à l'origine de la maladie qui touche le patient. Seulement parfois, il est impossible de cibler une bactérie spécifique. Dans ce cas, le médecin prescrit des antibiotiques à spectre large, comme ceux de la famille des pénicillines, qui peuvent combattre un grand nombre de bactéries différentes. C'est génial ça! Mais c'est quoi au juste un antibiotique? Officiellement, le tout premier antibiotique a été découvert par le médecin biologiste écossais Alexander Fleming. Lui. Pas lui, hein. En réalité, c'est un étudiant français en médecine militaire, Ernest Duchesne, qui en 1897 met en évidence pour la première fois les propriétés antibactériennes d'un champignon, le Penicillium glaucum. En injectant ce champignon à des porcs souffrant d'une grave infection bactérienne, une salmonelle, il remarque que certains survivent. Persuadé d'avoir fait une découverte fondamentale, il demande à l'armée de financer des recherches dans ce domaine. Mais on ne l'écoute pas. Fin de l'histoire, il passe à autre chose. Quelques années plus tard, en 1928, Alexander Fleming, qui n'a jamais entendu parler d'Ernest Duchesne, fait la même découverte totalement par hasard. Il découvre un matin avec stupeur que ces boîtes de pétri dans lesquelles il avait mis en culture une bactérie appelée Staphylocoque doré sont envahies par une étrange moisissure blanchâtre. Cette moisissure, il la connaît bien. C'est un champignon microscopique, Penicillium notatum, sur lequel son voisin de laboratoire travaille. Cette moisissure a contaminé ses boîtes de pétri. Dépité, Fleming s'apprête à les jeter quand il remarque des zones où les bactéries sont absentes, juste autour des champignons. Il émet alors l'hypothèse suivante. Une substance sécrétée par le champignon a peut-être empêché la bactérie de se développer. Il nomme cette substance la pénicilline, en référence au nom du champignon. Le premier antibiotique est né. Mais Fleming ne parvient pas à purifier la substance pour en faire un médicament efficace contre les attaques bactériennes. Finalement, il se désintéresse de sa propre découverte. 10 ans plus tard, Howard Florey, un pharmacologue australien, et Ernest Chain, un biochimiste britannique, reprennent les travaux de Fleming. Et en quelques mois, les deux hommes trouvent le moyen de purifier la pénicilline pour la tester sur les humains. Grâce à elle, ils parviennent à soigner les blessures infectées de soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, Fleming, Florey et Chain se partagent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la pénicilline et son application thérapeutique. Dès lors, on vient à bout de maladies jusque-là incurables comme la syphilis, la diphtérie ou encore les pneumonies. Dans les années qui suivent, des centaines d'antibiotiques sont découverts. On estime aujourd'hui que ces médicaments à eux seuls auraient permis d'allonger la durée de vie moyenne des humains d'une dizaine d'années. Mais il y a tout de même une ombre au tableau. On va très vite se rendre compte que les antibiotiques perdent de leur efficacité avec le temps. Dans les années 1970, on constate que certaines maladies bactériennes, comme les infections à staphylocoque doré, se soignent beaucoup moins facilement qu'avant. Au départ, le phénomène est observé à l'hôpital, puis rapidement, on constate qu'il se passe la même chose en dehors de l'hôpital. Les traitements proposés par les généralistes deviennent eux aussi de moins en moins efficaces. Ben pourquoi? Ce phénomène porte un nom, l'antibiorésistance. Autrement dit, le médicament ne parvient plus à tuer la bactérie ou à limiter sa croissance. Au sein d'une population de bactéries, toutes ne sont pas sensibles de la même manière aux antibiotiques. Certaines sont capables de leur résister, d'autres non. Les moins résistantes sont facilement éliminées, les autres, celles qui sont résistantes, se multiplient
et se propage dans tout l'organisme, entraînant une infection qui sera difficile, voire impossible à traiter. Pour résumer, plus on est exposé aux antibiotiques, plus on augmente le risque de développer des bactéries résistantes et plus on risque de les transmettre. La résistance aux antibiotiques a de lourdes conséquences. De nombreuses maladies que l'on pouvait soigner regagnent du terrain. C'est le cas de la tuberculose, par exemple. En 2016, parmi les 10 millions de nouveaux cas déclarés dans le monde, 500 000 étaient considérés comme résistants aux antibiotiques, provoquant dans cette population la mort de près d'un malade sur 2. En France, plus de 5 000 personnes décèdent chaque année d'une infection due à une bactérie résistante. À titre de comparaison, environ 3 000 personnes décèdent chaque année sur les routes et ce phénomène est considéré comme un fléau. L'antibiorésistance n'est pas le fait du hasard. Ce phénomène est la conséquence d'une mauvaise utilisation des antibiotiques. Pendant des années, ils ont été prescrits à tort et à travers pour soigner tout et n'importe quoi, des maladies qui ne nécessitaient pas leur utilisation, des grippes ou des angines d'origine virale par exemple. Mais en plus, nous avons ingurgité des antibiotiques à notre insu. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de la moitié des antibiotiques produits dans le monde est destinée aux animaux. Ils sont souvent mélangés à leur alimentation pour prévenir les maladies. Si bien qu'en consommant leur viande, on consomme aussi des antibiotiques et on crée de nouvelles résistances. On sait qu'en épandant du fumier sur des sols cultivés, du fumier provenant d'animaux auxquels des antibiotiques ont été administrés, certains produits comme le maïs, les choux ou les oignons peuvent les absorber. Cette omniprésence des antibiotiques dans l'environnement favorise donc la résistance et rend les maladies humaines et animales plus difficiles à guérir. Selon l'OMS, l'antibiorésistance constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pour la santé mondiale. Mais qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus d'antibio? Pas de panique, on a toutes les raisons de rester optimiste. Certains scientifiques, qui ne croient plus à l'avenir des antibiotiques, cherchent des alternatives. Il en existe, comme la phagothérapie. Le principe, c'est d'éliminer les bactéries en se servant de certains virus, les phages ou bactériophages, qui ont la particularité de s'attaquer aux bactéries. Le traitement consiste alors à administrer des phages aux patients infectés. Je vous rassure, ces virus ne tuent que les bactéries, ils sont parfaitement inoffensifs pour nous. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, on a encore besoin des antibiotiques. Et pour lutter contre l'antibiorésistance, il faut adopter les bons gestes. Un réflexe très simple, se laver les mains régulièrement, permet de réduire le risque d'infection à certaines bactéries de 50%. Il est aussi important de respecter les vaccinations obligatoires et recommandées. Certains vaccins vous protègent des bactéries comme le BCG contre la tuberculose. Ne prenez jamais d'antibiotiques sans prescription médicale pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Seul un médecin est habilité à vous dire si oui ou non vous en avez besoin. Respectez aussi la dose et la durée du traitement. Même si vos symptômes disparaissent rapidement, cela ne veut pas dire que toutes les bactéries ont été éliminées. L'infection risque alors de reprendre et par la même occasion, vous allez créer de l'antibiorésistance. Enfin, ne jetez pas vos boîtes entamées à la poubelle ou pire, dans les toilettes. Rapportez-les à votre pharmacien afin que les médicaments soient recyclés dans des centres dédiés. Voilà, chers épicurieuses et épicurieux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la pilule n'a pas été trop difficile à avaler. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout, indiquez-nous en commentaire les autres sujets de santé que vous aimeriez que l'on traite ici. À très vite.